Bon, le premier élément quand on fait des maquettes et qu'on essaye de les modéliser en FreeCAD pour ensuite les imprimer, eh bien, ce sont les cotes, évidemment. Et pour ça, généralement, on va récupérer des blueprints. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a des bons blueprints et des mauvais blueprints. C'est un petit peu comme les chasseurs. Et donc, ça veut dire qu'en fait, il faut faire attention quand on récupère donc ces blueprints. Et puis, il faut essayer de les valider. Alors, pour les valider, alors évidemment, il faut les calibrer. Bon, j'ai passé 3 vidéos en fait tout au début de mon aventure sur la calibration des blueprints, donc je ne vais pas revenir dessus. Par contre, en fait, ben, c'est important de vérifier que le blueprint est bon. Et pour ça, en fait, ben, généralement, on a au moins 3 mesures qui sont la mesure de l'envergure, la mesure de la longueur et la mesure de la hauteur. Et généralement, ce que je fais pour vérifier ça, c'est je me crée un sketch et dans ce sketch, j'essaye de vérifier les choses. Alors en fait, comment je fais? Eh ben, par exemple, pour avoir la longueur, là, je me suis établi une référence qui était cette ligne-là. Ensuite, j'ai établi une ligne parallèle par rapport à cette ligne de référence, qui m'a permis d'avoir une orthogonale par rapport à la fin, on va dire, de la lampe de queue et évidemment le début du boulon de l'hélice, quoi. Et donc ça m'a permis d'avoir une première longueur. Ces longueurs, en fait, généralement, je leur donne un nom. Donc là, par exemple, c'est le length qui est obtenu par la vue de côté. Et puis vous voyez que en fait, j'ai continué, c'est-à-dire qu'en fait, je me suis tracé un cercle de roue pour avoir la tangence. Cette tangence, évidemment, elle est parallèle par rapport à cet axe de référence, ce qui m'a permis d'avoir ici une orthogonale qui m'a permis donc de calculer la hauteur. Et la hauteur, je lui ai donné un nom là qui s'appelle la hauteur vue de côté aussi. La même chose, on peut récupérer entre la roue de gauche et la roue de droite, on va dire l'horizontale, une verticale qui correspond à une orthogonale par rapport à ça. Et vous voyez que là, de toute façon, on a toujours quelques petits écarts, hein. On a des petits écarts ici, et c'est la même chose pour l'envergure ici. On a des petits écarts ici en termes d'arrivée. Donc voilà, avec ça, en fait, on est capable de calculer tout. Vous avez vu que j'ai donné des noms, en fait, des noms à mes trucs, ce qui me permet de valider. C'est-à-dire que, en fait, même sans ouvrir le sketch, là, j'ai les notions de, ben, on va dire, l'envergure, la hauteur et la longueur, ce qui me permet de valider est-ce que ce plan est un bon plan et en particulier une fois que j'ai les calibrations, est-ce que par exemple il peut y avoir des blueprints qui n'ont pas la bonne envergure si jamais vous avez la bonne longueur, etc. etc. Donc évidemment ça fait passer un petit peu de temps au départ, mais c'est très important parce que en fait ben, les erreurs que vous faites là, eh ben, elles vont plus ou moins faire en sorte que tout va être bon ou pas bon pour la suite, quoi. Et donc là, c'est un petit peu la même chose. Là, pour la hauteur, j'ai vérifié entre, on va dire, la hauteur en vue de dessus. Et vous voyez, j'utilise beaucoup les contraintes orthogonales, ce qui me permet de savoir un petit peu ce genre de choses. Donc voilà, évidemment ensuite si jamais vous avez des photos de référence qui sont vraiment bien de face ou bien de côté, etc., vous pouvez les utiliser également pour vous permettre de calibrer les choses. Mais donc, premier enseignement, c'est vous ne perdrez pas de temps à vérifier vos blueprints. Et donc, ben voilà, il faut le faire. On va continuer avec quelques remarques générales sur la modélisation en utilisant FreeCAD pour faire des maquettes. Donc la première remarque est autour de l'épaisseur et de la tolérance. Comme vous l'avez vu, en fait, j'ai été obligé de reprendre mes modèles de façon globale à cause de ces deux valeurs. Alors en fait, je vais m'intéresser surtout par rapport au fait que j'ai une imprimante qui fait à peu près du 50 microns de précision. C'est-à-dire que la hauteur de polymérisation est de 50 microns et chacun des pixels de mon écran fait à peu près 50 microns, 49, etc.
Donc voilà, ça c'est la majorité des imprimantes 4K qui sont comme ça. Après, quand on monte dans des imprimantes 8K ou 12K, bon alors évidemment ça dépend de la taille du plateau et tout ça, mais généralement ils commencent à arriver avec des valeurs de pixels de 0,28, 0,25 et des épaisseurs de couche de 0,28, 0,25. Donc qui sont, on va dire, deux fois plus petits, ce qui fait que le cube de précision est 8 fois plus petit que ce que j'ai sur mon imprimante à moi. Alors il y a des choses en fait qui sont liées, on va dire, à l'impression. Il y a un petit peu d'interaction, si vous voulez, entre d'une part le modèle que l'on fait et d'autre part la précision que l'on peut utiliser lorsque l'on imprime. Alors d'abord, petit 1, ce qui est sûr, c'est que euh, il faut que ces variables-là, c'est-à-dire l'épaisseur de la coque que vous allez créer, de même que on va dire la tolérance que vous allez utiliser un petit peu partout dans votre modèle, il faut que ce soit des variables globales dans votre tableur. Vous avez vu que j'étais obligé de faire ça aussi pour mon Enkel 280. Donc ne refaites pas cette même erreur. Commencez directement par avoir ces valeurs-là directement dans le tableur et utilisez. L'épaisseur de coque de 1 mm, donc ça correspond à peu près à 20 fois 50 microns. Là, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment dépendant de la précision de l'imprimante. Là, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait suffisamment de matière dans la coque pour tenir la coque, etc. Et même si jamais on regarde, on va dire, les modèles plastiques que l'on a à notre disposition, la plupart du temps, les coques, hein, les fuselages, les ailes et tout ça, elles font à peu près 1 mm d'épaisseur. Alors on peut sans doute descendre à 0,9, 0,8, mais il ne faut pas descendre beaucoup plus bas parce que en fait, c'est simplement pour que la structure de la maquette en elle-même, en fait, elle tienne. Vous avez vu que ma première expérience, en fait, c'était, puisque je disais, ouais, il faut que je fasse mieux que les modèles plastiques, j'avais tenté avec 0,5 mm, mais en fait, c'était beaucoup trop flexible et beaucoup trop fragile. Donc, l'épaisseur de coque, elle est de 1 mm. Après, la tolérance que j'ai utilisée, moi, c'est 0,25 mm, c'est-à-dire 5 fois le pixel. 5 fois, on va dire, mon atome, hein, l'élément le plus petit possible que je puisse imprimer. Et donc là, peut-être que j'ai fait des progrès ensuite dans les techniques d'impression, en particulier avec mon chauffage interne et tout ça. Donc peut-être que en fait je pourrais descendre à 0,20, mais de toute façon on pourra sans doute pas descendre beaucoup plus bas que cela. Donc 0,25 mm, c'est quelque chose qui est une bonne valeur par défaut. Alors par contre, c'est vrai que si jamais tout le monde utilise des imprimantes 8K, 9K, 12K, peut-être que l'on peut descendre à cette tolérance. Alors, vous avez vu que 0,25 quand même, quand on fait des petits modèles comme mon M1 Bomblift, bah, en fait ça se voit, hein, ça se voit quand on fait la modélisation en elle-même. Après, une fois que les pièces sont imprimées, elles rentrent bien dans leurs encoches et tout ça, mais c'est pas négligeable 0,25 mm pour des maquettes très fines telles que celles qu'on vise. De la même façon, ça c'est aussi plutôt par rapport à de l'apport de matière. L'axe des roues, pour moi, je pense que le rayon doit être supérieur à 0,5 mm, c'est-à-dire que le diamètre doit être au minimum d'1 mm. C'est pas quelque chose que j'ai suivi pour mon Elkel 280, donc on va voir un petit peu ce que ça va donner. Peut-être que la colle va renforcer les choses autour de l'axe des roues, etc. Et la jonction moyeu de roue et axe, on va dire, de train d'atterrissage. Mais j'ai un petit peu peur, en particulier quand on a des modèles tricycles dans lesquels on va être obligé de rajouter du poids. Je pense qu'il faut que le rayon là, soit aussi supérieur à 0,5 mm. Encore une fois, cette valeur magique de 1 mm pour qu'il y ait suffisamment de matière et qu'il y ait une structure suffisamment stable. Vous avez vu aussi que j'ai utilisé un tableur pour toute l'évolution des profils du fuselage. Donc ça c'est très important. C'est un petit peu fastidieux au départ, mais enfin si jamais on le fait dès le départ, ben, on évite les erreurs, hein. Donc n'hésitez pas à, on va dire, faire en sorte que votre profil soit complètement constraint, votre profil de base avec des cotes pour tous les points. Vous voyez qu'en utilisant des splines, en fait, on n'a pas besoin de beaucoup de points, hein. Peut-être 4-5 points par profil avec leur symétrique et tout ça. Et donc, il ne faut pas hésiter. Alors, l'intérêt de ça, c'est que, en fait, si jamais toutes ces données-là sont dans un tableur, d'une part, on peut utiliser donc, des,
des algorithmes d'évolution de ces profils, hein, pour aller d'un profil A vers un profil EF, par exemple, avec les petites formules linéaires que j'ai utilisées, par exemple. Ça, c'est le premier point qui est important. Le deuxième point qui est important, c'est qu'en fait, vous pourrez changer les valeurs de vos profils de façon manuelle sans éditer les sketchs et les resauver et tout ça, etc. Et ça, c'est absolument fondamental quand on est en phase de mise au point des profils par rapport à l'aspect final de la maquette. Donc utiliser des tableurs pour toute évolution de profil, que ce soit les fuselages ou même les ailes, si jamais on ne peut pas utiliser les primitives de définition d'ailes telles que je l'ai utilisé ensuite pour mon Henkel. Enfin, le dernier élément, c'est utiliser une machine puissante ou décomposer la conception. En fait, au départ, je j'avais aucune idée de, on va dire, de la taille du modèle FreeCAD dont j'aurais besoin quand j'ai commencé mon Henkel 280. La taille du fichier lui-même, elle n'est pas très grosse, elle fait 250, 300K à peu près. Par contre, quand on recherche le fichier sous FreeCAD et qu'on demande de recalculer en fait l'intégralité des choses, et bien là, ça prend 11 minutes avec un processeur qui prend quand même 30% un processus qui prend 30% de CPU. Et la taille de mémoire, c'est quand même 2,7 GB de RAM. Donc c'est sur une machine Intel 7 à 230 GHz, 8 cœurs et 16 GB de RAM. Mais ça met 11 minutes quand même sur une machine qui est quand même assez puissante, puisque j'étais un gamer avant de me relancer, on va dire, dans la modélisation 3D et tout ça. Donc ça veut dire que si jamais vous avez un petit PC, etc., ça va sans doute ramer. Et dans ces cas-là, il faut que vous imaginiez dès le départ, en fait, une conception en plusieurs fichiers, avec quelques pièces qui vont faire la jonction, comme par exemple les profils de Kalman. Donc vous pouvez faire un fichier pour le fuselage et un autre fichier pour les ailes, par exemple, avec un partage, on va dire, de profils entre les deux, entre le fichier du fuselage et le fichier des ailes. Mais ça, c'est absolument fondamental parce que bon, on ne veut pas dépenser 11 minutes à regarder la machine pour faire tous ces calculs avant de pouvoir éditer quoi que ce soit. Et en plus, quand vous allez éditer un sketch par exemple et que vous allez le resauver, à chaque fois, ça va prendre plusieurs minutes. Donc là, j'ai fini mon Henkel et donc je ne vais pas le refaire à partir de là. Mais il est clair que si jamais je fais un autre modèle important comme celui-là, enfin comme un avion complet, dans ces cas-là, j'utiliserai plusieurs fichiers. Voilà, ça c'est un petit peu les leçons que j'ai pu tirer, principalement du Henkel et du M1 combo, du M1 Bomb Lift. Voilà, je vais continuer avec une autre vidéo sur des éléments encore plus fondamentaux.